Stéphane, merci d'être là. Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue pour ce webinaire de l'Institut belge du numérique responsable. Une petite introduction à la conception responsable de services numériques. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est avec Stéphane ici d'Infogreen Factory. Petit rappel, en fait, on a la chance d'avoir Infogreen Factory qui donne des formations pour nos membres à des tarifs préférentiels. Donc, on est très content de collaborer avec eux. Et pour bien comprendre ce qui se passe en fait derrière ces concepts de conception responsable, éco-design et autres. Qu'est-ce qu'on entend par là? On a souhaité faire un petit webinaire d'introduction avec Stéphane notamment pour qu'on comprenne mieux ce que c'est, pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se cache derrière ces formations, quel est l'objectif pour les organisations en termes de services numériques plus responsables. Donc voilà pour l'intro. Stéphane, à toi de jouer. Merci Jules, bonjour, bonjour tout le monde. D'Infogreen Factory, nous sommes deux aujourd'hui, dont je vais assurer la présentation. Donc Stéphane Pexini, c'est mon nom, et je suis le directeur technique d'Infogreen Factory et aussi expert en éco-conception, conception responsable de services numériques. Je suis accompagné de Cédric qui va vous se présenter en quelques instants. Bonjour tout le monde, moi je serai en support de Stéphane, dans le chat principalement et moralement aussi avec toi Stéphane, et directeur des opérations d'Infogreen, et vraiment ravi d'être avec vous tous aujourd'hui, et à de suite dans le chat si vous avez des questions. Très bien, on va pouvoir avancer. Donc, comment va se dérouler ce séminaire? Donc là, il y a eu l'introduction que nous terminons avec cette présentation du déroulé. Nous passerons quelques minutes à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut aller vers de la conception responsable de services numériques. Vous en avez sûrement déjà conscience, mais on repassera en revue quelques enjeux et impacts du numérique pour remettre un peu tout le monde au même niveau et enchaîner derrière sur la conception responsable et déjà de comprendre qu'est-ce que la conception responsable de services numériques. Comme ça, on y passera aussi à peu près une dizaine de minutes. Ensuite, on regardera comment est-ce qu'on met en œuvre une stratégie responsable de services numériques, et on terminera cette partie-là avec quelques exemples de ce qui a pu se faire avec des gains qui ont été obtenus. On regardera ensuite quelles sont les formations, un panel, un panorama de formations qui sont intéressantes pour intégrer ce concept. Et en fin de ce webinaire, nous passerons un quart d'heure ou un petit peu plus en fonction des questions pour pouvoir apporter des réponses à vos interrogations. Comme l'a dit Cédric, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Cédric jugera s'il m'interrompt ou pas pour qu'on puisse la prendre en direct en fonction de son importance. L'introduction est terminée, donc maintenant on va rentrer dans le pourquoi est-ce qu'il faut aller vers de la conception responsable de services numériques. On nous le dit très souvent, même la terminologie, elle est là, on parle de machines virtuelles, on parle de cloud, mais en fait le numérique n'est ni virtuel ni immatériel. La pollution numérique est importante. On utilise des ressources, on pollue, on émet des gaz à effet de serre, que ce soit la fabrication, que ce soit l'utilisation, et il y a une consommation énergétique qui est très importante. Et il se trouve aussi qu'il y a une progression forte, permanente de ces impacts, de ces utilisations, de cette pollution. Quelques chiffres donnés rapidement pour remettre le concept. Si on prend le couple Windows 10 et Office 2019, il nécessite 171 fois plus de mémoire que Windows 98 avec Office 97. Or, aujourd'hui, on ne fait guère plus que ce que l'on faisait à ce moment-là avec ce couple-là. Donc, on est face à quelque chose qui est en augmentation constante de nos besoins et de l'impact sur toutes les ressources et la pollution. Mais pourquoi est-ce que l'on a une telle croissance? En fait, il y a une énorme augmentation de tout ce qui est objets connectés, de tout ce qui est moyens terminaux que l'on met en œuvre, usage des services numériques. Et finalement, derrière tout ça, il y a des données qui sont générées et traitées. Et quand on regarde en fait ce qui se passe,
il y a une croissance exponentielle des données qui font que on va se retrouver en 2035 avec 2142 États-octets. Et quand on dit ces chiffres-là, on a toujours du mal à imaginer ce que cela peut représenter en termes de volume. Donc, en petite illustration rapide à vous donner, si on imagine graver les données qui seront créées dans les 2142 États-octets qui seront créés en 2035 au rythme où nous sommes aujourd'hui, si on les gravait sur des Blu-ray de 50 gigas, donc un équivalent de 4 heures d'une vidéo haute définition, un Blu-ray fait 1,2 mm, la pile que l'on ferait avec tous ces Blu-ray ferait 130 fois la distance de la Terre à la Lune. Même ce chiffre-là commence à être à peu près impossible à comprendre au niveau humain, mais nous sommes en train de générer, et bien sûr derrière toutes ces données, il va y avoir des serveurs, il va y avoir des traitements qui vont se faire, il va falloir router toutes ces informations-là, il va falloir augmenter la taille des tuyaux qui sont nécessaires pour amener ça d'un côté à l'autre des océans. Donc on a une augmentation permanente des besoins en services numériques. Un autre élément que très souvent on voit, c'est que les ressources sont considérées comme étant infinies. Et on se rend compte que finalement, non, les ressources ne sont pas infinies, la capacité de la Terre, elle est limitée. Il y a des métaux qui vont manquer rapidement. Par exemple, et c'est des métaux dont on a besoin pour fabriquer les moyens numériques que l'on utilise, pour fabriquer nos smartphones, pour fabriquer nos portables. On a besoin d'un ensemble de matériaux et il y a les matériaux qui sont en train de s'épuiser. Et donc, on pourrait se dire, finalement, quand on parle de métaux, est-ce qu'il ne suffirait pas de recycler ces métaux pour réussir à finalement ne pas avoir de problème de ressources et rentrer dans une économie circulaire? Hélas, non, ce n'est pas du tout suffisant. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Déjà, la quantité de déchets, bien évidemment, elle augmente proportionnellement à nos besoins de services numériques. Plus on a besoin de services numériques, plus on change. Plus il va y avoir des... Et c'est déjà recyclé. Quand on regarde comment se passe la vie d'un déchet électrique ou électronique, il n'y a que 17% qui sont collectés, le reste est enfoui, incinéré illégalement, parce qu'en fait, le recyclage a un coût qui est bien supérieur à une gestion un peu de type mafieuse qui se met en place, parce que c'est vraiment des mafias autour de ces déchets électroniques qui gèrent une grande partie du circuit. Il y en a d'autres qui vont bien sûr être enfouis ou incinérés, mais légalement. Et en recyclage, on voit que sur 17% qui sont collectés, il y en a très peu, il y en a entre 18 et 30% selon les filières qui vont être recyclés. Donc ça, déjà, il y a un problème dans cette partie d'utilisation et de gestion des déchets, mais il y a aussi des opérations qui sont très complexes à réaliser et certains métaux sont en quantité si faible dans nos matériaux que vouloir les récupérer, ça générerait plus de problèmes que ça pourrait en régler. Donc, on va se dire, à partir de là, vu ce que je viens de vous annoncer, on va se focaliser sur l'impact environnemental seul, parce que c'est vraiment là où il faut travailler. Non, ce n'est pas que le seul aspect qu'il faut voir. Quand on va parler de conception responsable, il faut aussi remettre l'humain au centre de nos considérations. Il va y avoir des problèmes d'accessibilité avec des personnes en situation de handicap, que ce soit visuel, que ce soit des personnes qui sont en handicap au niveau de la surdité, des personnes qui auront des difficultés à utiliser leurs mains pour pouvoir travailler sur un clavier ou une souris. Et donc, il faut penser aussi à tous ces gens-là qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas utiliser les services numériques comme tout le monde. Mais il y a aussi la notion de fracture numérique. Un exemple issu du baromètre de l'inclusion numérique en Belgique, et je vous ai mis un extrait en texte et un extrait au niveau graphique, on voit qu'il y a 46% de la population en Belgique qui n'utilise pas les services numériques ou qui a de faibles compétences. Donc si on n'imagine pas
la création de services qui vont être adaptés à ces personnes. Quand on crée un service, on va les exclure de fait parce qu'ils ne seront pas en capacité à utiliser. Donc, on va créer quelque chose dont l'utilité est quand même réduite par rapport aux besoins tels qu'on peut l'imaginer. Mais je vous ai présenté en Belgique. En France, on a exactement les mêmes niveaux de difficultés donc le problème autour de la fracture du numérique, elle est bien globale. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de handicap, parce qu'on a des connaissances en informatique qu'on ne peut pas être non plus sujet à la fracture numérique. Il suffit d'être dans des zones à faible diffusion pour que des applications qui sont gourmandes en termes de débit ne réussissent plus à passer sur un smartphone. Il suffit d'avoir un vieux smartphone pour qu'une application qui nécessiterait d'avoir de la 5G ne puisse plus fonctionner. Donc la fracture numérique, c'est bien auprès de personnes qui vont être en difficulté, mais ça peut être auprès de personnes qui ne sont pas normalement la cible de cette fracture. Donc, avec ce que je viens de dire, il faut qu'on puisse agir. Et pour agir, la conception responsable est un des moyens qui va permettre de limiter l'impact. Mais ce n'est pas le seul. À titre individuel, il y a aussi le besoin de se limiter, d'avoir de la sobriété dans ses usages, de faire attention lorsqu'on doit changer de matériel, de bien vérifier, comme on va le voir pour la conception responsable, où il faut parler de l'utilité des services que l'on veut rendre. Il faut aussi qu'on se pose la question, à titre personnel, de l'utilité de ce que l'on veut consommer comme moyen numérique. Donc, maintenant, donc, la conception responsable, on va y venir, on va voir comment est-ce que c'est, et vous me posez sûrement la question, c'est quoi, si vous n'avez pas déjà abordé le sujet, mais c'est quoi la conception responsable? Alors déjà, pour le voir, on va commencer par se dire comment on fait classiquement. Classiquement, quand on fait la conception d'un service numérique, on a une équation qui contient 3 dimensions et il faut qu'on trouve le meilleur compromis qui permettra d'apporter la meilleure valeur à chacune de ces 3 dimensions. On va avoir des besoins utilisateurs qui vont exprimer leurs exigences et ce qu'ils attendent du service. Il va falloir bien évidemment intégrer la faisabilité technique de tout ce qui va être demandé. Et il va falloir, pour assurer la pérennité de l'entreprise qui va développer ça, ou de l'organisation qui va mettre ça en œuvre, de l'administration qui va développer un nouveau service, il va falloir assurer une maîtrise des coûts. Et donc, il faut réussir à trouver cette équation. Ça, c'est le fonctionnement classique que l'on met en œuvre lorsqu'on veut concevoir un service numérique. Lorsqu'on va vouloir faire de la conception responsable, il va falloir ajouter une dimension supplémentaire qui sont les 3 P. Il faut que l'on prenne en compte une dimension environnementale. Nous, comme vous l'avez vu, les services numériques polluent, il faut faire de l'extraction de ressources, etc. Donc, il faut qu'on prenne en compte cette dimension-là pour limiter l'impact sur la partie planète. Il faut aussi remettre l'humain au centre de nos préoccupations pour réussir à embarquer toutes les personnes qui sont intéressées et qui sont les cibles normalement des services numériques que l'on veut mettre en place. Mais il faut aussi que l'on prenne en compte la notion de prospérité. Quand une organisation, une entreprise, une administration met en place un nouveau service numérique, s'il n'y a pas derrière cette notion de prospérité qui va faire qu'elle est connue, que le service qu'elle va proposer va être connu, mais surtout qu'il va pouvoir perdurer dans le temps pour être maintenu et pour continuer à exister, si cette prospérité-là n'est pas présente, le service aura été conçu, il aura une fin de vie précoce et donc il aura été conçu quelque part pour un usage très faible et finalement aura un impact trop important par rapport à sa conception. Donc il faut prendre en compte, en plus des 3 dimensions habituelles, ces 3 dimensions que sont les 3 P. Et maintenant, on va se poser la question, mais qui est concerné par la conception responsable? Très souvent, la conception responsable, elle est vue comme étant un élément pour des techniciens au sens noble du terme, mais c'est pour des techniciens, des opérationnels qui vont réaliser. Mais en fait, ce n'est pas le cas.
tout le monde est concerné réellement par la conception responsable au travers d'une stratégie numérique responsable qu'il faut remettre en place, mais tout le monde est concerné. Et il faut le voir avec une démarche qu'il va falloir organiser autour de 3 dimensions. Une dimension qui va être stratégique, c'est une stratégie d'entreprise qui va devoir être décidée par les dirigeants, par les décideurs de cette entreprise et qui vont devoir définir une stratégie environnementale, une stratégie autour de l'humain, qui doit être inclus, qui doit être la cible des personnes et comment on doit faire pour avoir une stratégie qui limite les impacts. On va parler de sobriété, d'accessibilité, de simplicité. On va parler de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont ces éléments-là qui devront être vus dans une stratégie globale d'entreprise. Et dans cette stratégie, avec cette directive-là, on va avoir derrière cette stratégie qu'il va falloir adapter. L'adaptation qui va se faire donc, en fonction des organisations, directeur de business unit, directeur de service, peu importe les termes que l'on y met derrière, mais ce sont avec ces directeurs de secteur et des directeurs de projets qui vont devoir prendre en compte la stratégie d'entreprise pour l'adapter au contexte particulier d'un client, d'un projet. Et à la fin, on va se retrouver avec une équipe projet au niveau opérationnel qui va prendre en compte tous ces éléments qui sont issus des phases amont et va prendre en compte tout cela dans le cadre de son projet pour le décliner en outils, pour le décliner en liste de contrôle, pour le décliner en mesures qui seront nécessaires à intégrer tous ces éléments de conception responsable dans leur quotidien. Mais ce ne sont pas les seuls qui sont concernés, parce que la conception responsable et le numérique responsable, c'est vraiment une affaire de tous. Prenons le cas des achats. La liste que je vais vous donner là n'est pas exhaustive, je vous laisserai l'adapter à votre contexte. Et vous verrez que ça peut être réellement nécessaire que tout le monde participe. Mais supposons que les achats décident sur un projet qui a vraiment bien travaillé son sujet, qui a vraiment diminué l'impact environnemental de son projet. Supposons que pour une question de coût, les achats décident d'héberger dans un data center qui est au Queensland ou en Pologne, alors qu'en fait, dans ces secteurs-là, la filière électrique, elle est désastreuse en termes d'impact. Donc, tous les efforts qui auront été faits par l'équipe opérationnelle, qui aura réussi à intégrer les bonnes pratiques, qui aura réussi à intégrer l'utilité des exigences, va se retrouver perdu par des achats qui n'auraient pas été impliqués dans la démarche, vont faire des choix qui pourront être contraires aux besoins de l'entreprise. Côté DRH, les ressources humaines aussi. Si vous avez besoin de mettre en place des projets et intégrer la conception responsable, si les ressources humaines ne sont pas en capacité de connaître les bonnes filières, de connaître les bonnes formations pour pouvoir faire progresser les équipes, il sera très compliqué d'avoir les bons profils qui permettront de déployer une stratégie. La communication aussi est importante. Il faut embarquer l'écosystème qui est autour de l'entreprise, les partenaires, les sous-traitants, les clients. Tout le monde doit pouvoir comprendre ce qui se passe et comprendre les avantages qu'il y a à la conception responsable. Et je le mets en dernier dans la liste, mais vous pourrez en rajouter d'autres. Mais le commerce aussi a un rôle très important parce que si on n'embarque pas le client dans la démarche de conception responsable, si on ne valorise pas cette démarche-là et on ne la promeut pas auprès des entreprises ou organisations clientes, il sera très compliqué d'avoir un impact suffisant pour les opérationnels parce qu'on va le voir, l'utilité est un élément fondamental dans la réussite de mise en œuvre d'une conception responsable et l'utilité d'une exigence ne peut se traiter qu'avec le client à partir du moment où c'est une exigence métier que l'on doit lui rendre. Voilà sur la partie conception responsable les éléments rapides et on va regarder maintenant comment est-ce que l'on peut mettre en œuvre une stratégie de conception responsable.
Et donc, quelle est donc cette démarche que l'on doit mettre en place? Donc, la stratégie que nous proposons chez InfoGreen Factory, elle se déroule en 5 étapes. En première étape, et vous le comprenez, il y a une communication qui doit être faite aux parties prenantes. Cette communication, bien évidemment, elle va perdurer tout au long du processus de mise en œuvre de cette stratégie. Mais initialement, elle est importante parce qu'il va falloir embarquer, il va falloir expliquer la démarche, le pourquoi. Il faudra montrer qu'il y a une implication de la direction qui va permettre d'apporter tous les éléments qui vont assurer de la démarche, qui va assurer que tout se passera bien. Donc, il y a cette communication qui va se faire initialement. On traite ensuite on va mettre en place ensuite une phase d'initialisation dont l'objectif va être de définir les communs à toute cette stratégie, le référentiel qu'il va falloir mettre en place, de bonnes pratiques, les exigences qu'il peut y avoir, les objectifs qui sont donnés. Donc on va avoir en fonction de ces éléments une phase d'initialisation qui permettra de définir cet ensemble de communs. Bien évidemment, derrière, si on est sur des projets qui sont déjà lancés, il va falloir mettre en place une phase d'audit, savoir où est-ce que l'on en est et quels sont par rapport au référentiel que l'on a imaginé, quels sont les écarts qui peuvent exister. Est-ce qu'on peut les corriger? Est-ce qu'on peut améliorer? Donc, il y aura cette phase d'audit, mais phase d'audit que l'on retrouvera de toute manière quand on va déployer progressivement le référentiel dans l'étape suivante. Il faudra aussi, bien évidemment, auditer la manière dont le référentiel va être déployé, les impacts et les gains qu'il va pouvoir apporter. Tous ces éléments-là devront être mesurés et contrôlés. Et on finit par une autonomie accompagnée, l'objectif étant d'avoir une montée en maturité qui se fasse progressivement et qui permette aux équipes d'intégrer le numérique responsable, la conception responsable de services, de la manière naturelle, comme ça s'est fait par le passé avec les introductions des normes qualité, des normes de sécurité. De la même manière, le numérique responsable est une exigence non fonctionnelle qui va venir s'intégrer naturellement dans les processus de l'entreprise. Pour entrer un petit peu dans le détail, les 5 phases sont maintenant présentées sous cette forme-là. On a besoin, et c'est là où c'est la partie importante, dans l'initialisation, comme je disais, il va y avoir un référentiel de bonnes pratiques. Ces référentiels, on va en discuter un petit peu par la suite. Ces référentiels font apparaître un nombre important de bonnes pratiques et il va falloir trouver lesquelles sont les plus adaptées au contexte à la fois de l'entreprise ou de l'organisation, de l'administration et par la suite des projets. Donc, il va y avoir une sélection, mais il va y avoir aussi une stratégie de priorisation. Il faut vraiment que la maturité monte progressivement au niveau des équipes pour réussir à faire une gestion du changement qui soit bonne et qui soit comprise et acceptée par tout le monde. On va travailler sur l'utilité aussi pendant cette phase d'initialisation. On va travailler sur ces notions. Comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on réussit à déterminer l'utilité d'une exigence. Et donc, une fois qu'on a travaillé ce sujet-là, on a à ce moment-là un backlog d'exigences qui va être consolidé. Et bien évidemment, on met en place un référentiel, on met en place ces bonnes pratiques, on va mettre en place des exigences adaptées. Il va bien falloir mesurer tout cela. Donc, il y a le troisième axe sur lequel il faut travailler, c'est l'axe de la mesure. Donc, trouver les outils qui vont permettre de mesurer techniquement, mais aussi le déploiement du référentiel, ce qui permet derrière, dans le cadre d'un audit, de pouvoir déployer les scénarios de mesure que l'on a imaginés dans cette phase d'initialisation, de pouvoir à ce moment-là avoir un rapport de mesure technique, un rapport de mesure d'éco-conception pour déterminer un plan d'action qui permette de lancer le déploiement progressif de ce référentiel. Maintenant, il va falloir se poser, là je vous parle d'outils, on verra par la suite des outils de mesure, mais quels sont globalement les outils que l'on a à notre disposition pour pouvoir travailler?
Donc, on va en avoir deux grands principaux que l'on propose. Un qui va permettre de travailler sur le référentiel des bonnes pratiques. Donc, c'est sur l'axe qui est à droite. Et là, on travaille avec le GR 491 de l'INR. C'est un référentiel de bonnes pratiques qui a été établi par un processus de 2 années avec 120 contributeurs venant d'horizons divers et variés qui ont collecté leurs bonnes pratiques à eux, qui ont capitalisé et qui ont finalement donné ce référentiel-là, qui est un référentiel qui est en évolution continue, mais on a un référentiel donc de bonnes pratiques qui va permettre à ce moment-là de pouvoir apporter ces bonnes pratiques au projet pour qu'ils puissent les appliquer et optimiser au mieux les services qu'ils rendent. Et pour travailler sur l'axe de gauche, sur l'utilité des exigences, on travaille avec un modèle conceptuel qui s'appelle le Greensoft Model, qui permet d'avoir une vision large de l'ensemble des impacts, qui travaille sur les valeurs et qui va permettre à partir de ces analyses de valeurs et d'impact de pouvoir travailler, arbitrer les exigences pour regarder comment elles peuvent s'adapter ou éventuellement comme elles peuvent être déployées telles qu'elles sont imaginées ou éventuellement être abandonnées si leur valeur est faible et avec un impact qui est trop fort. Donc on travaille avec ces deux axes-là en ayant d'abord une création des référentiels qui va permettre de les examiner. On fait converger parce qu'il peut y avoir des exigences qui sont des exigences plutôt techniques, qui vont se retrouver dans des bonnes pratiques. On les fait converger et à la fin, on a à la fois le backlog des exigences et un référentiel de bonnes pratiques qui sont à disposition des équipes pour pouvoir travailler. Et on se dit à ce moment-là, et c'est souvent le cas, ça aussi c'est un réflexe que l'on a tous quand on examine un service numérique, on va se poser des questions sur l'utilisation seule du service. Et non, ce n'est pas, il ne faut pas quand on veut faire de la conception responsable, on ne prend pas en compte uniquement cette utilisation. On doit aussi prendre en compte tout le cycle de vie du service numérique et le cycle de vie, et on va le voir, il y a une réflexion à 360 degrés. On réfléchit sur la technique, mais aussi on va réfléchir sur l'humain. Quand on veut mettre en place un service numérique, des études montrent par exemple que le langage C est la technique qui est la moins impactante au niveau environnemental. Est-ce qu'on va tous développer en C? Bien sûr que non, parce que ce n'est ni motivant, il n'y a pas la même capitalisation que dans d'autres langages. Le langage C n'est pas adapté de manière systématique. Donc, il faut bien prendre en compte à la fois ces aspects techniques qui seront nécessaires, mais aussi l'aspect humain, parce que des personnes qui ne seront pas motivées à concevoir un service parce que la technique qu'on leur demande d'intégrer n'est absolument pas intéressante, le résultat ne sera pas celui qui sera attendu. Et donc, on doit vraiment avoir cette réflexion à 360 degrés. On doit réfléchir sur les parties conception-distribution. On a l'habitude, quand on a du matériel, de penser non seulement à son utilisation, mais aussi de penser à la fabrication. Quand on regarde des terminaux, par exemple, quand on parle d'impact des services numériques, les terminaux, 75% de leur impact et de l'impact environnemental est dû à la fabrication. Mais dans les services numériques aussi, il faut se poser ces questions-là. Quand on conçoit le service, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a une fabrication de ce service qui va avoir un impact et qu'il faudra lisser sur la durée de vie de ce service. Et il faut aussi prendre en compte la fin de vie. Et il faut penser ensuite, quand on va réfléchir sur un service numérique, il faut y réfléchir, c'est qu'il y a deux axes aussi sur lesquels l'IT va apparaître. L'IT va être une solution. Il va nous permettre de faire plus avec moins. Il va nous permettre d'apporter de l'optimisation. Il va permettre de substituer un service numérique à un service physique qui serait plus polluant. Il va amener aussi des changements importants vers une économie numérique qui peut être plus intéressante. Mais aussi, il peut être un problème. On l'a vu
avec le cycle de vie du matériel, tous les impacts dont on a parlé jusqu'à maintenant. Il va y avoir des effets induits auxquels on ne pense pas si on ne regarde que la technologie, parce qu'on va, par exemple, en mettant en place des technologies, augmenter la fracture numérique. Et il faut aussi penser à un effet qui est aussi important, c'est l'effet rebond, et donc de faire très attention quand on fait un service numérique qui va optimiser l'usage que l'on peut faire de ce qu'il propose, que finalement on utilise beaucoup plus le service que ce que l'on aurait fait en conservant l'ancien. Donc il y a cet effet rebond qui est à prendre en compte. Donc tous ces éléments-là, tous ces types d'impact, qu'ils soient techniques, humains, sur toute la phase du cycle de vie, et que ce soit en tant que solution ou en tant que problème, il faut tous les prendre en compte pour avoir une réflexion globale, une approche globale qui tienne compte de tous ces éléments-là, pour savoir si on les conserve ou pas dans la réflexion. Et ça, si on n'a pas fait cette étude-là, on n'est pas dans la capacité d'y arriver. Et je vous ai parlé de l'utilité des exigences. Et j'ai commencé à l'évoquer, hein, c'est est-ce qu'il faut vraiment que l'on rentre dans de l'arbitrage? Mais la réponse, c'est oui. Environ, c'est toujours un petit peu compliqué, hein, bien évidemment, à évaluer, mais la moitié des fonctionnalités qui nous sont proposées dans les services numériques ne sont pas utilisées, et les 3/4 le sont très rarement. Donc, il faut vraiment se poser l'utilité des exigences qui nous sont demandées. Alors, soit parce qu'elles vont être totalement inutiles, elles ne seront pas utilisées, et donc là, il faudra les éviter, ou parce qu'il va falloir les revoir pour que leur impact ne soit pas trop important. Et dans un cas comme ça, on va réfléchir, le Greensoft Model nous aide à avoir cette réflexion-là, puisqu'on va réfléchir sur tout le cycle de vie. On va réfléchir aussi, je l'évoquais tout à l'heure, les 3 P, parce qu'il faut bien évidemment tenir compte de ces 3 axes-là de réflexion, l'humain au centre des préoccupations, la planète au centre des préoccupations, mais aussi la prospérité de l'organisation qui génère le service numérique. Et on va travailler aussi sur la stratégie autour des valeurs, dans la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. On va travailler autour des valeurs pour s'assurer que les services que l'on veut rendre rentrent bien dans les valeurs de l'entreprise. Donc à partir de là, avec ces éléments-là, on est capable d'identifier les impacts et les valeurs du service numérique. Et en fonction de la réflexion que l'on aura sur ces valeurs, est-ce qu'on est capable de baisser légèrement la valeur? Et je vous montrerai tout à l'heure comment on peut y arriver par des exemples. Comment est-ce qu'on peut baisser la valeur que l'on a associée à un instant donné à une fonctionnalité pour limiter son impact? Donc, c'est toute cette réflexion qu'il faut avoir pour pouvoir faire évoluer les exigences, et pour qu'elles soient les plus numériques responsables possibles. Donc là, on va se dire, mais pour pouvoir faire ça, et je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, que va penser l'entreprise cliente du fait de revoir les exigences? Et là, c'est quelque chose d'important. S'il n'y a pas en amont, que ce soit dans les réflexions, vraiment les discussions classiques que l'on peut avoir des clients, que ce soit en phase amont de réponse à un appel d'offres, par exemple, s'il n'y a pas eu cette communication, au niveau du projet, ce sera vraiment très, très difficile. Et on le voit au quotidien quand on accompagne les entreprises qui nous prennent la mise en œuvre conception responsable, mais de manière tardive dans un projet. Il est très compliqué de réussir à faire revenir en arrière le client, parce que ça nécessite la gestion de changement de son côté, parce que c'est un risque qu'il ne souhaite pas prendre. Et donc, quelque part, on perd tout le bénéfice, ou une grande partie du bénéfice de la mise en œuvre d'une stratégie conception responsable. Donc, il faut vraiment démarrer avec, et c'est un travail qu'on fait avec les clients, pour justement réussir à adapter. Et quand on a le client autour de la table, on arrive vraiment à avoir de très bons résultats. Mais il faut le client, mais il faut aussi les personnes qui sont capables de faire des évaluations des impacts, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et réussisse derrière à définir la meilleure exigence possible
par rapport aux attendus, aux valeurs que l'entreprise cliente souhaite positionner par rapport au service. Donc, voilà sur la partie utilité. Maintenant, deuxième axe, quel référentiel choisir? Là, je dirais, bien évidemment, le JR 491. C'est un petit peu sur le ton de l'humour, mais c'est de toute manière le référentiel que l'on préconise, même s'il en existe d'autres, comme les 115 bonnes pratiques de greenIT.fr. Mais à l'arrivée, le JR 491, il est plus complet, il est plus structuré, il est plus accompagnant aussi pour réussir à le déployer. Donc, qu'est-ce que le JR 491 pour ceux qui n'ont pas encore été sur le site de l'INR de l'ISIT en Belgique? Le GR 491, ce sont 8 familles qui partent de la stratégie à l'hébergement, qui passent en revue les spécifications, le design, l'architecture, le front-end, le back-end. Donc, on passe en revue toutes ces familles-là. Il y a 61 recommandations de haut niveau, par exemple, déterminer, planifier la capacité de suivre et capitaliser sur les composants numériques responsables du projet. C'est une recommandation de haut niveau qui vont ensuite se décliner en critères applicables, de bonnes pratiques directement applicables. Et par exemple, un critère parmi tant d'autres, parmi les 516 actuels, c'est les fonctionnalités du service ne vont-elles pas au-delà des besoins utilisateurs? Ce qui nous permet de rejoindre juste la partie précédente autour de l'utilité des fonctionnalités. Dans ce GR 491, il y a 45 critères qui sont incontournables s'ils sont adaptés au contexte du projet sur lequel ils doivent être positionnés. Il est très fortement conseillé de les mettre en œuvre. Et on fait un lien aussi au niveau de ce GR 491 avec 11 objectifs de développement durable de l'ONU qui permettent, donc il y en a plus, il y en a 17 objectifs de développement durable de l'ONU, il y en a 11 qui sont adaptés à ce GR 491. Donc là, on se retrouve avec des valeurs qui sont prônées par l'ONU pour pouvoir avoir un développement durable. Alors, on n'est pas dans le numérique quand on parle de ces ODD de l'ONU. C'est une vision globale, mais le GR 491 a été en capacité de faire le lien avec 11 d'entre eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a ces objectifs de développement durable qui sont identifiés avec ce d'objectifs, elle va tout à fait en capacité à faire le lien entre les valeurs de l'entreprise et les objectifs de développement durable de l'ONU pour pouvoir sélectionner et voir quelles parties du GR 491 sont les plus intéressantes vis-à-vis des valeurs de l'entreprise. Comment est-ce qu'on va faire maintenant, quand on a ce GR 491, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir l'intégrer? Donc, en termes de séquencement, on l'a vu, on démarre avec une stratégie d'entreprise. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir définir et personnaliser à partir du GR 491, parce qu'on ne va pas choisir les 516 bonnes pratiques, 516 critères du GR 491 ne seront pas à prendre en compte, sinon ça serait une complexité énorme en termes de déploiement, et puis la gestion du changement serait extrêmement compliquée. Donc il va y avoir une personnalisation du référentiel pour l'organisation, pour l'entreprise ou l'administration, et ce référentiel-là servira de base de réflexion pour chacun des projets. Ensuite, chacun des projets va, en fonction du contexte qui va lui être assigné au niveau de son projet, il va avoir à choisir quelles sont les bonnes pratiques. Si on prend un projet sur lequel l'hébergement ne fait pas partie de ce qui est nécessaire, parce que l'hébergement sera prévu par le client, par exemple, la famille hébergement ne sera pas à prendre en compte dans le cadre du développement du projet. Donc, on fait comme ça de grandes sélections, et puis ensuite, on passe en revue les critères. Est-ce qu'ils concernent ou pas le projet? Il y a des critères, par exemple, sur les capteurs que l'on peut avoir dans un smartphone. Si on n'a pas d'objectif à utiliser les capteurs d'un smartphone dans le cadre du service numérique qu'on va rendre, bien évidemment, ce type de critère ne sera pas pris en compte.
Une fois que, ce référentiel-là du projet adapté depuis le référentiel de l'organisation a été défini, on va avoir des listes de contrôle qui vont permettre pour chacun des métiers qui participent à cette gestion du projet, chacune des fonctions, on va avoir des listes de contrôle qui permettront de savoir quelles sont les bonnes pratiques qui les concernent. Donc, ils vont être pris en compte dans la gestion du projet pour réussir à les appliquer. Et une fois qu'ils auront été appliqués, on va capitaliser sur les acquis. Qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé? Enfin, une démarche classique d'amélioration continue va se mettre en œuvre, qui va permettre à ce moment-là d'améliorer le référentiel qui aura été imaginé au niveau de l'organisation et qui permettra de capitaliser et d'améliorer de manière continue le référentiel, qu'il soit celui d'organisation ou celui des projets. Donc derrière ça, ce que je viens de vous dire, c'est résumé dans ce schéma général. On fait une sélection générale au niveau de l'entreprise avec des valeurs et contextes. On a une stratégie qui va permettre de prioriser pour limiter le nombre de critères à prendre en compte pour gérer correctement le changement qui va se faire au niveau des équipes. On fait cette sélection adaptée par critère au niveau du GR 491. Et derrière, à partir de là, on aura notre stratégie qui va pouvoir se faire en fonction des priorités qui auront été identifiées. Et on se dit maintenant, ça y est, c'est bon, on a décidé, on part. Mais maintenant, comment va-t-on contrôler tout cela? Ce que nous préconisons et ce que nous mettons en œuvre dans nos démarches, c'est de faire en fait un double contrôle. Le référentiel des bonnes pratiques qui aura été établi, on va faire à ce moment une démarche de type top-down. On va aller rechercher par rapport à ce référentiel-là quels sont les écarts qui auront pu être identifiés dans l'application du référentiel dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Et la deuxième partie, c'est qu'on va mettre en place des mesures techniques, dont on fera une passe tout à l'heure sur certains outils possibles, et qui, elle, est une démarche qui va être de type bottom-up. On va partir de l'implémentation qui aurait été faite du projet, déployer les scénarios de tests que l'on a imaginés avec les outils de mesure, et ensuite pouvoir avoir des recommandations qui vont émerger de ces mesures-là. On fait converger l'identification des écarts avec les solutions imaginées dans la démarche top-down. On fait converger cela avec les scores et les recommandations que l'on peut avoir identifiées autour de la mesure, et on en déduit un plan d'action consolidé qui permettra à ce moment-là de résoudre ou d'apporter des solutions aux écarts que l'on aura pu identifier. Avec quels outils va-t-on pouvoir mesurer, faire ces mesures? Donc, il y a plusieurs boîtes à outils, plusieurs ensembles d'outils. Je vous donne ici quelques éléments qui vont permettre de démarrer sur des outils. On va en passer en revue quelques-uns rapidement sur le slide suivant. Mais avec l'INR, donc vous allez retrouver une boîte à outils. Vous avez plus de 280 outils qui sont disponibles, qui sont adaptés à plus ou moins de manière complète à certains contextes. Et donc, il faut, en fonction de son projet, en fonction du service, aller rechercher les bons outils qui vont correspondre. Il y a ensuite, sur la partie accessibilité, vous avez aussi une boîte à outils qui va permettre d'identifier des outils intéressants pour mesurer l'accessibilité d'un service numérique. Dans les outils que l'on peut proposer et qui sont intéressants à utiliser, donc ceux qui peuvent s'utiliser sans extension navigateur, parce qu'il y a des contextes dans lesquels il n'est pas possible d'accéder et de mettre en place, par exemple, des extensions suite à des politiques de sécurité. Donc, il y a des outils en ligne qui vont permettre de faire des mesures
Donc, certaines vont être liées à des mesures de type environnemental. Par exemple, l'éco-index, lui, va proposer ce type de mesures. Il y en a qui vont être liées à la maturité. Donc, le Castor.Green va permettre d'identifier la conformité à un certain nombre de critères du GR 491 qui sont visibles côté front-end. Il y en a qui vont permettre de pouvoir identifier les problématiques d'accessibilité, comme par exemple comme Wave. Certains vont donner des éléments concernant les performances, GTmetrix en est un d'entre eux. Donc voilà, il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles et qui sont accessibles en ligne, qui permettent comme ça de pouvoir aller mesurer des outils, et là on parle bien d'applications qui sont de type site web. Quand on va parler de back-end, les outils sont bien moins nombreux et sont des outils qu'il faut parfois adapter en fonction ou mettre en œuvre, définir et mettre en œuvre de manière spécifique. Si vous avez possibilité d'intégrer des outils dans les extensions de navigateurs, donc là, il y a des outils comme Lighthouse qui permettent d'avoir des éléments sur les performances, sur l'accessibilité, sur la conformité du SEO. CarbonVise qui permet d'identifier les consommations en direct des services numériques. Des outils de mesure d'accessibilité. Que les 3 suivants, avec les 4 suivants, tournent autour même tous les suivants tournent autour de ce sujet-là. On a Carbonalizer aussi qui permet de faire des mesures, donc là de faire un parcours utilisateur. Il ne fonctionne que sur Firefox et il permet de faire une mesure d'impact sur un parcours utilisateur que l'on génère à la main. Donc voilà, on a un certain nombre d'outils qui vont permettre comme cela d'amener des mesures. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut déployer tout cela? On a tout ce qu'il faut. On a une méthodologie qui a permis d'identifier et d'aller gérer l'utilité des exigences. On a le bon référentiel. On a les outils de mesure qui vont permettre de savoir où l'on en est, de pouvoir évaluer les impacts de ce qui a été réalisé. Donc, à partir de là, on va déployer alors c'est un schéma possible de déploiement, mais si on travaille en mode agile, l'idée, c'est quand on a fait les audits et qu'on a notre plan d'action, on démarre. On va faire un démarrage sur un certain nombre de sprints en ayant la mise en œuvre du référentiel sur les premières priorités pour justement tenir compte de cette priorisation, sachant qu'il vaut mieux essayer d'étaler, comme je disais, dans le temps. Donc, on va avoir un accompagnement qui va se faire sur un certain nombre de sprints. À la fin de la V1 qui aura été produite, il va falloir pour bien comprendre ce qui s'est bien passé et adapter. C'est adapter la manière dont le référentiel va devoir se déployer dans la V2. Mais ça, c'est une démarche classique d'amélioration continue que l'on fait dans toutes les situations. On l'applique bien évidemment aussi dans ce cadre-là. La question qu'on peut se poser maintenant, bon, c'est bien, on a parlé de ça, c'est quelque chose qui est associé à des valeurs, donc on va avoir des convictions, on va vouloir y aller, mais est-ce que ça marche? Donc oui, ça marche, et ça marche même très bien, et on va le voir que ça marche bien. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'en fait, on va voir travailler sur les 2 axes. L'utilité, on va limiter, on va arbitrer, on va avoir des exigences qui auront été qui seront moindres, et donc on va avoir des coûts sur la conception qui seront diminués. Si on met moins d'exigences, on aura bien évidemment moins de coûts de conception, moins de coûts de maintenance. Si on a moins d'exigences, l'architecture de production, elle aussi, va être limitée. On va aussi limiter les risques, parce que si on a moins de fonctionnalités, bien évidemment, il y a moins d'angles d'attaque du service numérique que s'il y avait plus de fonctionnalités, qui plus est moins utilisées et donc moins maintenues. Donc on limite aussi les risques. Et quand on a bien travaillé sur l'utilité, avec les bonnes pratiques, on va encore plus optimiser les exigences qui auront été retenues, et donc on améliore globalement ces performances. Et si on améliore les performances
pour des raisons environnementales, mais donc ça c'est une des bonnes raisons, mais parfois c'est un élément un peu compliqué. Il faut aussi se dire que si on améliore les performances, on améliore aussi le côté financier. Et dans ce cas-là, quand on a même amélioré les performances, on va améliorer, par exemple, on a diminué le coût de conception, mais on va aussi améliorer le côté en production. Le temps, c'est bien de l'argent. Donc, si on arrive à améliorer les impacts environnementaux, on aura amélioré les performances. Et à partir de là, on peut, là je vous donne quelques exemples, on pourrait le retrouver dans bien d'autres domaines. Mais par exemple, dans le graphique en bas à gauche, vous avez le taux de sortie d'un site en fonction du temps de chargement. Et on voit que cette sortie, ben, plus le site met de temps à se charger et plus les personnes sortent rapidement de ce site. Et si on regarde l'impact que ça peut avoir derrière, Amazon a calculé que lorsqu'ils avaient 100 millisecondes de temps de chargement supplémentaire, on dit bien 100 millisecondes, ils perdent 1% de chiffre d'affaires. Vous imaginez l'impact énorme que peut représenter pour eux le fait de vouloir mettre en place les performances. Et donc, bien évidemment, ils prennent sûrement l'axe financier pour améliorer les performances, mais bien évidemment, on rentre dans une amélioration des impacts environnementaux dans ce cadre. Donc, il y a quelques exemples comme ça qui montrent que les gains de performance que l'on va obtenir auront des impacts sur l'aspect financier. Donc, oui, c'est bien important et on va réussir à améliorer. Comment on peut améliorer dans ces cas-là? On pourrait dire qu'on va monter en gamme une architecture pour proposer plus de performance. Mais le goulot d'étranglement va se trouver sur les réseaux, va se trouver sur les terminaux. Donc en fait, même en se disant qu'on a des moyens financiers importants, on est sans difficulté bloqué, enfin sans difficulté, on est sans hésitation à le dire, on va être bloqué à un moment donné. Donc le seul moyen de pouvoir arriver à améliorer ces éléments-là, c'est de rentrer dans une stratégie de conception responsable, parce qu'elle va répondre à la problématique de bout en bout. Elle va répondre à la problématique de l'infrastructure, elle va répondre en limitant les échanges, elle va répondre à la problématique du réseau, et en limitant les fonctionnalités, elle va répondre à la problématique du terminal. Et donc, si on regarde maintenant quelques exemples qui sont des cas, donc les cas réels sur lesquels nous avons travaillé. On ne peut pas donner l'ensemble des références, mais on peut en parler sous cette forme-là. Donc, je vais vous parler d'un grand groupe avec qui avait mis en place des exigences qui étaient inutilement élevées. Ils étaient partis du principe qui peut le plus, peut le moins. On a des milliers d'agents de maintenance. Donc, il faut que cette application soit en mesure de redémarrer très vite si on perd le service pour éviter de la perte de temps chez les agents. Et en même temps, on a besoin d'indicateurs dans ce cadre-là. Et il y a des centaines d'agents qui se retrouvent avec des tableaux de bord de 20 à 30 indicateurs avec des rafraîchissements toutes les 10 minutes. Résultat de tout ça, pour répondre à la première exigence, l'architecture qui a été choisie est une architecture qui était utilisée entre 5 à 10% maximum, en sachant que c'est dans cette zone-là que l'impact par pourcent est le plus important au niveau électricité. Et alors qu'en fait, les agents pouvaient très bien travailler quelques minutes sans avoir besoin de leur application et sans dégrader le service. Et les tableaux de bord tels qu'ils étaient positionnés représentaient 2 à 3 millions de requêtes par jour sur la base de données, alors qu'en fait, réellement, ils n'avaient besoin que de 3 ou 4 indicateurs. Donc le travail qui a été fait de montrer derrière ce que représente l'impact environnemental associé à ces éléments d'architecture surdimensionnés et de requêtes surnuméraires a permis derrière d'avoir une réflexion qui aura accepté de baisser l'exigence. Et vous voyez, on rentre bien dans l'arbitrage en termes d'utilité. Ils ont baissé l'exigence autour du redémarrage de l'architecture, ce qui a permis derrière de moins consommer, d'avoir un coût d'acquisition moins cher de l'infrastructure, parce que bien évidemment, celle qu'ils avaient a pu être réutilisée par ailleurs.
Et bien évidemment, un impact indirect, la consommation électrique aussi a été diminuée. Et en limitant les indicateurs rafraîchis, mais seuls ceux qui étaient utiles, ils ont divisé par 5 le nombre de requêtes. Donc on baisse les besoins en réseau, on baisse les besoins en termes d'infrastructures autour de la base de données. Donc des gains derrière qui ont été importants, mais qui ont pu être identifiés parce qu'il y a eu une réflexion globale autour de l'ensemble de leur infrastructure et de leurs exigences. Quelques autres exemples, c'est une grande banque cherchait à trouver comment réduire son impact dans le cloud, avait plusieurs pistes à ce niveau-là. Ils ont, dans l'identification, ils se sont rendus compte finalement, avec justement les mesures d'impact qui ont pu être faites, que leur infrastructure de non-production était constamment allumée, donc en mettant en place de bonnes pratiques d'allumage et extinction, donc une bonne politique qui permet d'allumer et d'éteindre quand c'est nécessaire. Ils ont réussi à diminuer de 60% les coûts de services qui sont associés à cette non-production. Donc, ils ont diminué par 60% l'impact à l'utilisation de ces moyens informatiques. Une entreprise de services numériques a mis en place, et c'est normal, une politique de sécurité qui bride les postes des développeurs. Ils ont de très bons postes pour développer, mais comme ils ne peuvent pas installer les logiciels et les faire vivre au rythme qui leur est nécessaire, ils ont mis en place des machines virtuelles qu'ils se partagent, mais qui multiplient par 5 la consommation d'électricité, et bien évidemment qui a nécessité des ressources supplémentaires parce qu'il a fallu des serveurs pour porter ces ressources supplémentaires, en sachant qu'ils gardaient bien évidemment leur poste de travail. Il n'y avait aucune alternative qui était prévue sur cette partie-là quand on a fait les mesures d'impact pour une entreprise qui était sensible au sujet. Ils se sont rendus compte finalement que c'était quelque chose qui était trop important et que en fait la création d'un store d'applications a été mis en place et qui permettait, intégré à la sécurité, des postes de travail qui permettaient aux développeurs de pouvoir mettre à jour leur logiciel au rythme qui leur était nécessaire pour avancer. Donc ça, c'est des bons exemples. Il peut arriver aussi qu'il y ait en voulant faire bien sur un axe, parce qu'on ne prend pas la vision 360 degrés, on peut aussi faire des choses qui ne sont pas du tout correctes. Et donc, il ne faut pas se focaliser sur un seul axe. Il y a une organisation qui proposait pour des personnes en situation de handicap de pouvoir accéder facilement à des loisirs qui étaient adaptés, de pouvoir les aider à les trouver et ensuite à les réserver. Elle avait complètement oublié le côté planète et donc indirectement aussi le côté prosperity, bien évidemment, parce que la page se chargeait en 14 secondes. Donc, vous avez vu tout à l'heure les taux de sortie, à quel rythme ça sortait en fonction des temps de réponse. Ben là, ils s'étaient complètement loupés sur cette partie-là. Voilà, donc je vous en ai donné un autre, je vais un petit peu avancer pour finir sur le dernier exemple, dernière partie. Mais avant ça, juste, c'est se poser, en fonction de ce que je vous ai dit, on peut se poser la question, est-ce que la conception responsable était réellement nécessaire dans les exemples que je vous ai présentés? Peut-être que non, elle aurait pu ne pas l'être. Mais si on ne la prend pas en compte, les risques sont beaucoup plus élevés de se tromper. Pourquoi? Parce que comme la démarche de conception responsable nous amène à avoir une vision à 360 degrés, elle est globale, on identifie toutes les valeurs, tous les impacts, quand on a un référentiel de bonnes pratiques, on se retrouve avec une démarche industrielle qui permet justement de trouver quels sont les vrais impacts, où est-ce qu'il faut vraiment se focaliser sans se tromper. En fait, c'est ce que j'appelle classiquement, cette démarche évite ce que j'appelle classiquement se focaliser sur les touillettes en bambou. C'est l'exemple d'un grand pétrolier qui communique sur le fait que dans ses stations-service, les touillettes en plastique ont été changées par des touillettes en bambou, ce qui est beaucoup plus écologique. Voilà, il ne faut pas se tromper de cible. Certes, ça amène du plus dans l'impact environnemental, mais l'impact environnemental n'est pas là. Et cette démarche industrielle de conception responsable
parce qu'elle permet d'avoir cette vision globale, va être capable de tout analyser et de pouvoir se focaliser sur ce qui sera vraiment important, sur ce qui aura un réel impact et des gains rapides derrière. Donc c'est pour ça, mise en œuvre, c'est l'importance de cette démarche, elle est sur ces éléments-là de vision complète et globale. Une fois qu'on s'est dit tout ça, comment on fait pour démarrer, pour se mettre le pied à l'étrier? Quelles sont les formations avec lesquelles il va falloir commencer pour réussir à prendre en compte le numérique responsable et la conception responsable? Mais on va commencer, il y a 2 MOOC qui sont conseillés. Donc le premier, bien évidemment, c'est le MOOC de l'INR, et il va permettre de se sensibiliser aux enjeux, aux impacts du numérique. Donc on le retrouve en version, donc il y a une version française et une version internationale en anglais. Il y a aussi donc il est sur un modèle différent de présentation, ça peut dépendre. Moi, j'ai beaucoup apprécié le MOOC de l'INR. J'ai pas pu travailler le MOOC de l'INRIA. Il y en a qui préfèrent le MOOC de l'INRIA. Donc, il permet de passer en revue les mêmes concepts, mais avec une présentation qui est différente. Donc, ces 2 MOOC-là vont permettre de commencer à se mettre le pied à l'étrier si on a besoin si on n'a pas déjà toutes les connaissances sur les impacts du numérique. Ce sont 2 MOOC très, très intéressants à faire si ça n'a pas déjà été fait. Puis ensuite, il y a les formations. Côté donc ISIT Belgique, donc il y a les fondations, les fondamentaux du numérique responsable qui sont une première formation qui vont permettre justement de mettre le pied à l'étrier. Et puis, il y a un ensemble de formations autour de l'éco-conception qui sont proposées. Je vous ai mis juste une capture d'écran et vous avez le lien. Donc, c'est nous, InfoGreen Factory, qui les produisons, ces formations. Il faut savoir qu'elles sont basées donc, sur de la théorie et un cas pratique que nous avons développé pour réussir à servir de fil rouge lors de ces formations. On peut aussi envisager, si nécessaire, de mettre en place des formations sur des cas réels de l'entreprise ou l'organisation qui souhaiterait le mettre en œuvre. Et c'est ce que nous avons fait par exemple, pour le CIRB ou le SPRB, qui sont toujours en cours en termes d'accompagnement. Et il y a d'autres formations qui existent, donc je vous en ai donné quelques-unes. Donc il y a le parcours par l'INR. Donc là, vous avez tout un ensemble d'éléments à prendre en compte pour pouvoir monter en compétences. Et puis ensuite, vous avez 3 autres grands ensembles de formations qui sont très intéressants aussi à prendre en compte. Donc voilà, pour se mettre le pied à l'étrier. On a un tout petit peu débordé, mais j'ai fini de vous présenter les éléments que je voulais vous apporter. On peut passer à la séance de questions-réponses. Voilà. Alors, sur ce coup-ci, ce que je propose, c'est qu'à mon avis, vous pouvez déjà commencer à poser 1 ou 2 questions dans le chat. Déjà, un tout grand merci, Stéphane, d'ailleurs. C'était super intéressant. Je vous propose d'essayer d'activer le micro. Donc, si vous savez lever votre main, j'active votre micro pour que vous puissiez poser une question oralement. Sinon, je vais regarder pour tout simplement activer l'ensemble des micros de tous les participants. Ok, donc c'est en ordre. Vous pouvez donc normalement tous activer votre micro. Si vous souhaitez aussi avoir un petit peu de contact humain, vous pouvez activer votre caméra si vous souhaitez quand vous posez votre question, comme vous le souhaitez. Donc c'est libre, hein, vous désactivez votre micro et vous vous lancez. Bon, je vais tout de suite intervenir. Je m'apprêtais à taper, mais je dis comme ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Je vois que vous focalisez beaucoup sur, et vous avez compris, je crois, d'après les messages dans le chat, sur le front-end. Et mon Dieu, je peux comprendre, mais ce n'est qu'une toute petite partie du problème.
Pour moi, ce qui m'intéresse plus, c'est réellement une mesure end-to-end. Et donc, ce que j'ai comme objectif de faire, c'est faire un système qui donne un budget carbone à